On est dans la librairie que j'ai créée il y a 17 ans, la Cour des Miracles, librairie spécialisée en bande dessinée à Caen. Aujourd'hui, tout particulièrement pour accueillir Xavier Musat, un auteur de bande dessinée qui a sorti en début d'été Carnation, un album très particulier puisque c'est un album qui a eu une gestation lente et longue de 10 années. Xavier Musat, il vient du milieu indépendant, il a été à l'initiative de la création de la maison d'édition Ego Comics en 94 avec entre autres Loïc Néhou, Fabrice No, Poincelet, une maison d'édition qui se consacrait essentiellement à ce qu'ils estimaient être le plus important pour eux en bande dessinée, c'est-à-dire l'autobiographie et non la fiction. C'est un grand plaisir d'avoir Xavier parce que je ne l'ai pas rencontré à l'époque de Sainte Famille, qui est son premier album. Hein. Il a fait que 2 albums en 14 ans. On a accueilli au tout début des années 2000 un certain nombre d'auteurs de ces labels indépendants, que ce soit Ego Comics, Cornelius, l'association Fréon, Amok. Nous avions eu Fabrice No, Poincelet en ce qui concerne Ego Comics. Xavier, c'était pas le cas, on l'a 10 ans plus tard, à l'époque où ces maisons d'édition ont du mal à vivre, évidemment, et certaines ont disparu aussi, avec ce projet nouveau qui a une gestation, comme on disait, de 10 ans, mais qui est un livre pour moi extrêmement important dans le paysage de la bande dessinée. Là, on est dans une veine autobiographique qui ne se resserre pas sur le jeu, mais s'ouvre au nous, et plus complète au niveau des problématiques que celle d'un individu. Comme on a pu en parler tout à l'heure, moi j'ai ressenti quelque chose qui m'était proche par rapport à mon âge, par rapport à une génération, par rapport à des problématiques politiques, géopolitiques, par rapport aussi à des idéaux, des engagements qui correspondent à l'adolescence, au début de l'âge adulte. 20 ans plus tard, on peut être parent, on peut avoir changé de cap professionnel et voir les choses différemment. En ça, cet album est extrêmement important. Bien sûr, il ne faut pas du tout oublier cette histoire entre ces deux personnages, cette histoire dite toxique pour les deux, et ils s'empoisonnent mutuellement. Hein. Donc, tous ces questionnements sur l'amour, à quoi on est prêt par amour, qu'est-ce que l'amour, est-ce qu'on peut aller au-delà du sentiment amoureux, est-ce qu'aimer c'est se sacrifier, c'est sauver l'autre? Voilà, des tas de questions qu'on peut retrouver dans cet ouvrage. C'est pas un chaos qui ressort de cet album, c'est plutôt quelque chose, un amalgame d'inspiration, de faits qui donne au récit sa force et qui permet d'emporter le tout sur 250 pages. Xavier, je suis content enfin de te rencontrer. Je t'ai connu indirectement il y a des années, juste avant que je devienne libraire. J'ai ouvert ma librairie en 98 et ça correspondait en tout cas pour moi, à un grand changement de la part des éditeurs en bande dessinée en France. Il y avait l'association Cornelius, Ego Comics, dont tu es un cofondateur qui commençait à apparaître dans les bacs des librairies franco-belges classiques, et Sainte Famille qui est arrivé, qui est ton premier album, qui est sorti il y a déjà de cela 13 ans. Et là, 13 ans plus tard, tu reviens avec un deuxième album en bande dessinée. On peut appeler ça un roman graphique. Carnation, donc. 10 années d'écriture, de réflexion, de mise en page pour arriver jusqu'à quand aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce laps de temps qu'il t'a fallu pour écrire Carnation? Et puis après, on parlera de cet album. Tu veux que je parle du fait que ça ait pris 10 ans, c'est ça? Par exemple. Bon, c'est une question qu'on me pose assez souvent et je comprends qu'on me la pose parce que c'est une situation assez atypique. De se retrouver face à un livre
qui aurait été fait sur un laps de temps aussi long. En gros, là, je crois qu'une des raisons essentielles qui ont fait que je me suis retrouvé finalement à le faire sur un délai aussi long, c'est des choix de vie personnels. Oui. C'est qu'à la sortie de Sainte Famille, j'ai eu sans doute à ce moment-là des velléités un petit peu de me professionnaliser dans la bande dessinée, d'essayer de me dire tiens, et si j'essayais d'en vivre, si j'essayais de faire des projets que je pourrais vendre pour... Et force a été de constater que ça m'a pas intéressé et que j'ai eu envie de faire d'autres choses pour gagner ma vie tout simplement. Et donc je me suis orienté vers des projets professionnels qui m'ont pris beaucoup de temps. Donc d'abord j'ai été illustrateur, jeunesse, où j'ai fait beaucoup de livres. Donc c'était un temps de travail énorme que ça demandait. La priorité pour moi c'était de sortir de cette espèce de situation précaire sociale dans laquelle j'étais. C'était de vivre correctement. Donc tout simplement j'ai énormément travaillé en dessin, en illustration. Ça me laissait peu de temps pour travailler sur ce livre. Ensuite, je suis devenu professeur. C'est pareil, c'est un temps de travail qui m'a beaucoup occupé. Et du coup, je me retrouvais, par la force des choses, je me retrouvais à avoir peu de temps libre, vraiment à consacrer à ce travail-là. Et c'est une sorte de mécanique qui m'a complètement convenu et que j'ai complètement accepté. Et je savais, il y a de ça 10 ans, hein, quand j'ai commencé ce livre, je savais que c'était un livre qui me prendrait énormément de temps. Et peut-être pas 10 ans, peut-être que j'avais pas réalisé que ça prendrait autant de temps, mais je savais en tout cas que ce fonctionnement allait m'obliger à alterner des moments où je serais dans le livre et les moments où je n'y serais pas, les moments où je serais dans des projets qui me nourriraient. Donc pendant un certain temps, c'est l'illustration qui m'a fait vivre d'un point de vue financier, mais ça me faisait vivre aussi parce que ça faisait évoluer mon dessin. Ça m'obligeait à essayer un petit peu de stabiliser des choses en écriture graphique. Ego Comics était un éditeur, quand il est arrivé dans le paysage de la bande dessinée, qui avait une exigence autour de l'autobiographie, du récit véridique, entre guillemets, de chacun. Ouais. Et ce type d'ouvrage comme Carnation, de toute façon, à l'époque, n'aurait pas eu tout à fait sa place, puisqu'il était assez unique, un objet un peu insolite, avec 10 années d'écriture, un objet qu'on va pouvoir présenter quand même, un livre-objet. Il y a la couverture, il y a l'aspect non classique par rapport aux 48 pages, 54 pages habituelles de bande dessinée, avec le noir et blanc qui aujourd'hui est quand même rentré un petit peu dans les mœurs éditoriales. Mais bon, par contre, 250 pages, une couverture aussi assez marquante, et puis un titre, on va peut-être pouvoir parler du titre quand même, Carnation. Carnation, la définition de carnation. Tu as l'air de bien gérer la question, tu peux peut-être la donner. Carnet, chair, ça tournait autour de cette idée de peau, de chair, et je ne pensais pas que c'était en fait la coloration des chairs. J'imaginais une autre définition à carnation que ça. Donc, la carnation, c'est la coloration des chairs. Là, quand on voit la couverture, on voit un corps vivant, debout, de dos, avec une jeune femme. C'était la question du corps debout. Alors, je vais le faire comme ça, du corps debout. Ou du corps allongé. Hein. Disséqué, vivant, et qu'on se posait la question de savoir si c'était un corps mort ou un corps vivant. Tout à fait. Voilà. Et que moi je disais que c'était marrant parce que j'y avais pas pensé avant en fait. Et que parce que pour moi c'était très clairement un corps vivant et que la position des bras, ici, laissait penser que c'était un corps debout avec une femme avec les bras un petit peu écartés, que si ça avait été un corps allongé mort, les bras auraient été comme ça. Voilà. Donc en ce sens-là, pour moi, c'était un corps vivant. Il y a régulièrement dans ta narration et dans ton graphisme, à l'intérieur de planches, des images qui peuvent soit reprendre par exemple un bestiaire animalier, soit une iconographie, soit des images qui ont été reprises d'ouvrages. Des références. Des références, voilà. Des références scientifiques, des références historiques, qui apportent au récit. Moi, ce que j'ai aimé dans ton ouvrage, dont on va parler, parce qu'on n'a pas encore parlé quand même du principal, hein, c'est-à-dire du contenu. Mais on ne parle pas de rien non plus. On ne parle pas de rien non plus, mais c'est cette multiplicité d'éléments qui amène
une construction riche et un récit à plusieurs tiroirs. Oui. Il y a le dessin, parce que c'est le principe même de la bande dessinée, pour ceux qui connaissent mal la bande dessinée, la narration, c'est ce dessin et l'accompagnement avec le texte, mais chez toi, il y a pas simplement des bulles avec des personnages qui s'expriment et qui se répondent, il y a aussi des textes encadrés, mais il y a aussi des images qui sont des images dans l'image et qui amènent d'autres références et d'autres récits possibles. Alors, pour moi, en fait ça rejoint la nécessité, enfin, cette espèce d'exigence que je me suis donnée quand j'ai voulu raconter cette histoire. Ça m'aurait absolument pas intéressé d'être dans un rapport factuel aux choses. Il fallait que je me pose la question de l'usage de l'image dans ces cas particuliers, et que je trouve un système de représentation qui serve mon propos à chaque fois. Qu'on est face à une histoire racontée amoureuse, toxique, pour deux protagonistes, une histoire hétérosexuelle entre un homme et une femme, toxique pour les deux. Moi, je vois bien au-delà de cette histoire d'amour, qui est peut-être pas une histoire d'amour, entre parenthèses, mais de cette histoire entre deux personnes, qu'elles soient physiques ou non, qu'elle ait des difficultés physiques ou non, cette histoire a existé. Je vois aussi un portrait d'un homme qui existe au fil des années, d'un jeune étudiant qui vient d'avoir son diplôme à Angoulême, parce qu'il s'agit bien d'Angoulême ici, une ville où tu as été pour apprendre un métier que tu n'as pas fait si longtemps que ça, au final. Carnation s'ouvre sur un, comme on l'a vu tout à l'heure, sur un dialogue entre un vautour et toi, et sur un départ, sur un début d'histoire à raconter, mais pour raconter le début d'histoire, il faut quitter une autre histoire, il faut quitter un lieu. Ce lieu, c'est Angoulême. Ouais. Il y a un avant et un après Angoulême. Carnation, c'est une catharsis, c'est un moyen d'expurger. Faute de bonne foi, il y a forcément de ça. C'est quand même, on porte pas pendant 10 ans un projet autobiographique qui raconte une histoire assez dure, vécue avec une femme, dans un contexte global où les choses sont pas facile visiblement. Donc il y a forcément ce besoin de se débarrasser de quelque chose, c'est certain. Tout le reste, c'est du questionnement d'auteur, enfin, sur ce rapport à ce travail-là, au travail de bande dessinée, et puis toutes les petites questions périphériques aussi qui viennent dans ce livre, hein, qui sont le rapport à l'amitié. Enfin, je ne vais pas arriver à les lister toutes ces questions, mais le rapport à la ville dont on vient de parler, à l'amitié, le rapport au travail, le rapport qu'on peut avoir au travail, le rapport au monde adulte, le rapport aux transformations du monde, dans le monde qui politiquement, économiquement se transforme, etc. Et c'est donc très rapidement la catharsis, en fait, elle est dépassée. On est de la même génération que moi, effectivement, dans Carnation, bien au-delà de cette relation avec Sylvia. Je vois aussi les sujets qu'on a abordés, mais je vois aussi, alors ça fait écho à ma vie, bien évidemment, mais je vois aussi un portrait peut-être d'une génération de quarantenaires qui ont eu du mal à se détacher de l'enfance, voire de l'adolescence, pour certains, je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'y suis retrouvé dans pas mal de points, et pas simplement dans les relations amoureuses difficiles. Est-ce que, inconsciemment, Carnation, c'est ça aussi? Quand je l'ai commencé, ce livre, je racontais une histoire qui s'était terminée 3 ans avant, en gros. Bon. Donc je raconte une histoire vécue, je l'inscris dans un décor réel, je l'inscris dans l'époque dans laquelle ça se passe, je l'inscris dans un réel qui est incarné par toutes ces choses-là. Et puis le temps passe, et je continue à écrire ce livre. Et le monde du présent change, se transforme, et je constate bien, par exemple, à un moment donné, je constate bien que ce que je suis en train de raconter, c'est en train de plus exister. Tout à fait. Et que donc je suis en train de rentrer dans une démarche presque d'historien, où je suis en train de continuer à raconter une histoire qui se passe à une époque, le temps passant, une époque révolue. Et donc 10 ans étant passés depuis, cette époque, cette histoire que je raconte, s'inscrivant dans cette époque, mais tout d'un coup c'est l'époque que je raconte. Donc forcément, les gens qui ont vécu des choses à cette époque-là, qui ont à peu près mon âge et qui ont pu vivre des choses à cette époque-là, se retrouvent face à une sorte de représentation de ce qu'ils ont pu vivre. Donc ça devient générationnel par la force des choses. L'autobiographie pure et dure est-elle possible, réellement?
dès que ça fait écho à l'autre, dès que la fiction rentre dedans, l'autobiographie en soi n'existe plus réellement. Ce qui compte, c'est la démarche dans laquelle tu te mets. C'est la démarche que tu adoptes, où tu es en prise avec ton histoire, ton réel, et tu t'en sers comme d'un matériau de travail. Donc tu es dans une démarche autobiographique. Donc ça n'est pas en soi un exercice narcissique qui sert juste à ne parler que de son petit truc, mais qu'en fait, on est passionné par ce qui nous entoure et qu'on fait tout rentrer, voilà, on fait tout rentrer dans une autobiographie, et qu'en fait c'est un prétexte. Employer le jeu, c'est un prétexte pour raconter sans fioriture, sans truc, pour faire rentrer tout le reste, en fait, voilà.